Eh bien, du coup, on peut commencer, je pense, avec le premier intervenant qui va nous parler de la Chine, de sa culture et de sa position géopolitique. Alors, très rapidement, voilà, alors, qui je suis? Alors, moi, j'ai travaillé en tout 10 ans en Asie. Voilà. J'ai travaillé 5 ans en Chine, 4 ans au Vietnam. D'ailleurs, je suis marié à une Chinoise, hein. J'ai aussi étudié en Chine. J'ai été dans une université chinoise pour faire un échange universitaire. Et là, aujourd'hui, je m'occupe en fait de deux usines, une au Vietnam, une en Chine. Voilà. Donc, on va dire que sur les 10 dernières années, j'ai quand même eu l'opportunité de vraiment me frotter à, on va dire, la culture chinoise, ce qui anime vraiment la nation chinoise, leurs aspirations, et puis surtout, pourquoi tout, en fait, ce socle culturel, philosophique, et même, je dirais, scientifique, au final, s'appuie pour former la géopolitique chinoise d'aujourd'hui. Donc, la première chose, pour bien comprendre la Chine, il faut comprendre son fondement culturel. Voilà, ce qui a vraiment animé toute la philosophie chinoise. La philosophie de l'enseignement, de la culture, de l'apprentissage chinoise est basée sur le philosophe Confucius. Confucius était un érudit, un philosophe de l'ère de Qing, voilà, qui défendait une philosophie axée sur la noblesse de l'âme, la moralité, l'art d'apprendre, et puis un attachement très fort à sa famille et à ses racines ancestrales. Voilà, c'est vraiment ce qui a caractérisé Confucius. Et d'ailleurs, en parlant de la caractéristique familiale, Confucius avait une notion qui a été développée dans beaucoup de ses échanges. Parce que la particularité de Confucius, c'est qu'il n'a pas fait d'écrits théorisés comme on peut avoir sur certains philosophes en Europe, comme par exemple pour les philosophes des Lumières, etc. Ça a été en fait des recueils d'échanges entre lui et ses étudiants. Et dans ces échanges avec lui et ses étudiants, il y a une grosse emphase, il y a une grosse, je dirais, intérêt pour la notion de piété filiale, piété familiale. La traduction littérale, c'est ça. Et la piété filiale familiale, c'est la notion, c'est la dévotion quasi intégrale d'une personne à sa famille, à ses parents, à sa culture, à son origine et à ses ancêtres. Donc, dans la culture chinoise et sa culture familiale, qui est quand même la racine de beaucoup de choses, les Chinois sont très attachés et sont très liés à leur famille. Et en Chine, la famille, qui, contrairement à l'Occident, en Occident, en fait, les familles sont plutôt des espèces de blocs, voilà, familiaux, mais dans lesquels les enfants, qui sont des espèces d'électrolibres, quittent la famille pour former à leur tour de nouveaux, je dirais, bulles familiales. En Chine, c'est l'inverse. En réalité, dans les rapports familiaux, les familles, quand il y a des mariages entre enfants, il y a une espèce de fusion de bulles familiales. On ne marie pas au final que la femme de ses rêves, pourrait-on dire. On marie une famille. Et donc, dans toute cette vie chinoise familiale, les parents, particulièrement les grands-parents, ont énormément d'influence sur leurs enfants. Et d'ailleurs, les enfants ont la charge d'abord matérielle, parce que pour l'instant, même si la Chine est en travail, il n'y a pas encore une sécurité sociale aussi développée comme nous en France, mais les enfants doivent à la fois s'occuper des parents jusqu'à leur mort, donc les prendre en charge, les nourrir, etc. Mais aussi, les grands-parents, en retour, vont s'occuper très souvent des enfants, des parents qui, toute la journée, pour la plupart du temps, travaillent. Donc, la Chine s'est construite autour de cette idée de famille, que la famille, c'était le centre de la vie. Et que la sagesse ne peut pas être atteinte si on traite pas son foyer avec respect et révérence. Et surtout, c'est très important, cette idée de révérence. Voilà. Donc, dans les familles chinoises, et moi, je l'ai plus ou moins vécu personnellement, puisque ma femme est chinoise, donc j'ai pu voir un petit peu comment, on va dire, parmi les cousins et les cousines, les rapports familiaux étaient entretenus par rapport à leurs enfants ou leurs grands-parents. La famille a une influence énorme sur les enfants. Voilà, par exemple, un enfant ne prendra pas une certaine carrière professionnelle sans l'accord des parents. Alors évidemment, ce n'est pas toutes les familles, il y a quand même une forme de modernité, les choses évoluent, mais quand même, la racine familiale de la Chine est encore axée beaucoup sur la philosophie de Confucius. Et cette philosophie-là est très appuyée par le gouvernement chinois. Donc ça, on va dire, centrage des Chinois sur leur famille est la raison pour laquelle la Chine
entre guillemets, dans ses rapports aux uns aux autres, et moi je le vois bien avec les Chinois qui viennent à l'étranger, ils sont extrêmement autocentrés. Il n'y a que la Chine, il n'y a que la famille. Quand on va dans un pays étranger, à part évidemment les Chinois qui sont un peu plus occidentalisés, mais les Chinois classiques, moi qui ai amené pas mal de Chinois de Chine travailler au Vietnam temporairement, voilà, c'était quand même impressionnant de les voir se mettre dans un bâtiment en bulle, rester tous ensemble, et on met surtout pas le nez dehors, et puis il faut absolument qu'on trouve tout ce qui est chinois pour pouvoir survivre, quoi, hein. On ne peut pas survivre sans le milieu, on va dire presque familial, qui est la Grande Chine. Donc ça, c'est la première chose à comprendre pour vraiment l'essence, je dirais, l'un des axes fondamentaux de la culture chinoise. La deuxième chose, c'est que la Chine, surtout, ce qui m'a marqué d'ailleurs personnellement, et je donnerai quelques anecdotes pour illustrer ça, toujours basé sur la philosophie de Confucius, il y a vraiment une culture de travail attachée à l'effort au travail, l'effort à s'améliorer, l'effort à produire pour soit sa famille et sa communauté. Et pour les Chinois ont vraiment une force de travail extraordinaire. Voilà, de plusieurs pays que j'ai visités, et même par rapport au Vietnam où je vis actuellement, les Chinois, c'est vraiment une autre planète. Ils ont vraiment une motivation à travailler tous les jours pour leur vie et pour leur famille qui est absolument incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, dans mon usine personnellement, quand je suis arrivé il y a, donc ça doit faire 9 ans, le temps de travail des ouvriers, c'était 8h, 9h, tous les jours, incluant le samedi matin. Alors le samedi matin, c'était jusqu'à 5h de l'après-midi. Donc ça faisait des semaines parfois de plus 70 heures. Et le problème, c'est que les Chinois, dans le code du travail chinois, les heures supplémentaires sont beaucoup plus rémunérées qu'en France. C'est-à-dire que le temps supplémentaire, les heures supplémentaires en Chine sont rémunérées à 150% du taux de base, du salaire classique. Voilà, du taux horaire. Donc, ça a beaucoup incité les Chinois à en fait toujours travailler plus. Et pour symboliser un petit peu cette envie, tout simplement, qui est animée par l'envie de fournir à sa famille, et même parfois un petit peu à son pays, parce que chez les Chinois, le pays n'est jamais très loin, une sécurité matérielle animée par l'envie d'avoir un lendemain meilleur que le précédent. Voilà, c'est vraiment ça au niveau du travail, ce qui les a animés. Et pour vous donner une anecdote un petit peu parfois un petit peu presque la folie de travailleux chinois, j'avais entrepris un chantier à l'époque en Chine, ça me fait toujours un peu rire, où quand même ça faisait des horaires de travail lourds, et mine de rien, peu importe la volonté, le corps finit toujours par se fatiguer au bout d'un moment. Et donc, normal. On avait fait des travaux dans l'entreprise pour essayer de diminuer le travail sans diminuer la productivité. Parce que notamment, moi, c'était ma théorie, notamment pour tout ce qui est la partie qualité qui était du contrôle visuel. Bon, si les gens sont claqués, on comprend très bien qu'ils vont avoir du mal peut-être à identifier les pièces. Donc on a commencé graduellement à diminuer les heures de travail, ce qui a marché sur une petite période. Voilà, sur un mois ça a fonctionné, on a vu quelques petites améliorations au niveau de la qualité. La productivité n'a pas vraiment changé, mais au final si les gens travaillent pour la même chose moins et produisent la même chose, c'est mieux. Bon. Et puis finalement sur le mois suivant ça s'est dégradé, parce qu'en fait après on a découvert que comme on avait libéré du temps le soir à nos ouvriers, et bien le soir en fait ils allaient dans une autre usine rebosser 4 heures et à cause en fait du temps qu'on a libéré, ils travaillaient encore plus d'avant et certains cumulaient plus de 100 heures de travail. Hein. Voilà, en une semaine. Hein. Les mecs bossaient de 9h jusqu'à 11h. On peut noter un point intéressant, c'est la différence entre justement les sociétés chrétiennes où justement le travail, c'est en fonction de la Bible, c'est un peu une peine en fait. Le travail, tu te rachètes avec le travail en fait. C'est pas pareil. Exactement. Pour les Chinois, le travail, ce n'est pas une peine. Le travail, c'est un accomplissement en soi. Et puis surtout, le travail, c'est fonctionnel. Plus je travaille, plus je gagne de l'argent, parce qu'au final, les Chinois sont quand même matérialistes. Et plus je vais pouvoir fournir à ma famille un avenir meilleur. Et ça, c'est aussi ancré dans la philosophie de Confucius, où quand on est sage pour sa famille, on a toujours l'attention de l'intérêt de sa famille et de la communauté avant du sien. Donc au final, travailler beaucoup, si je peux travailler beaucoup pour offrir aux miens, peu importe jusqu'où je considère où sont les miens, eh ben je le fais.
Voilà. Et on a eu des gens comme ça vraiment qui travaillaient plus de 100 heures par jour. Et plusieurs fois en Chine, ça a été un vrai problème parce qu'après, on va peut-être pouvoir en parler très rapidement sur notamment tout ce qui est responsabilité des entreprises sociales. Quand on a essayé de diminuer les horaires de travail, on a presque eu des manifestations, même en augmentant entre guillemets les salaires parce que les gens, pour eux, si on n'avait pas le droit de les empêcher de travailler. Donc soit on augmentait les salaires et on les laissait travailler plus longtemps, ou on touchait à rien. Mais ça a été vraiment c'est vraiment quelque chose qui anime la société chinoise. Le travail, ça a vraiment une place centrale. Voilà. Et donc, c'est vrai, comme tu le dis, par rapport à la culture chrétienne, où le travail est plutôt pris pendant une peine. Chez nous, on va dire en France, on travaille 35 heures. Chez eux, parfois, ils se reposent 35 heures. Voilà. Par semaine. Voilà, il y a une espèce d'inversion, je dirais, un peu des valeurs où nous, on a tendance, nous, dans nos sociétés occidentales, à vraiment dévaloriser le travail, à effectivement le présenter comme une peine, vraiment, alors qu'en Chine, c'est plutôt un élément presque de libération. Voilà, hérité aussi, on va dire, de la culture communiste du temps de Mao, quoi. Hein. Voilà, parce que pendant très longtemps, ils ont été communistes, mais ça a été catastrophique pour le pays. La période Mao, ils ont quand même gardé une certaine philosophie communiste. Oui, exactement. Et le gouvernement chinois appuie fortement sur les racines communistes dans la culture chinoise. Ils y font sans cesse écho. Voilà. Alors que dans les faits, la société chinoise n'est pas du tout communiste. Hein. Voilà. C'est une société capitaliste avec beaucoup d'interventions de l'État, certes, mais c'est une société capitaliste. Les gens peuvent posséder des entreprises, posséder des biens immobiliers, ils peuvent acheter des biens, les revendre. Voilà, c'est une société capitaliste. Voilà, ce qui génère de la richesse dans la Chine, c'est le capital, c'est l'utilisation du capital. Donc là, on est vraiment sur le capital. Donc ça, c'est cette partie sur la culture du travail. Il faut savoir aussi que dans la discipline au travail, contrairement à la France, la hiérarchie est très verticale. C'est-à-dire que le manager, c'est le chef. Voilà. Et que les Chinois, ils suivent le chef et on va difficilement contredire le chef. Voilà, le chef, il a un peu un pouvoir presque absolu. C'est un peu moins fort que des pays comme le Japon et la Corée, mais ça reste quand même la dynamique principale. En échange, il est attendu des Chinois, et ça se retrouve aussi dans leur gouvernement, qu'ils expriment dans toute leur philosophie, dans toute leur propagande, que le chef a un devoir de protection par rapport à ses employés. Voilà, en France, on peut avoir parfois tendance un petit peu à laver son linge sale en public et à jeter à la fosse aux lions parfois ce que nous on appelle des pions en France, hein, c'est-à-dire des gens qui sont en dessous de nous, qui ne sont pas vraiment vitaux et qu'on envoie au sacrifice voilà, pour couvrir nos bêtises. En Chine, ça c'est absolument pas autorisé, c'est très très mal vu. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, verticalement, les Chinois comprennent tout à fait que un manager gagne bien plus d'argent qu'un ouvrier. Voilà, ça, étonnamment, alors que pourtant c'est une société communiste, c'est un peu l'inverse de la France. Par rapport aux ouvriers, on va dire, le personnel encadrant, petit encadrant, c'est-à-dire ne sont pas les grands managers, les salaires par rapport aux ouvriers sont environ x2 à x3 par rapport au salaire des ouvriers. Et ils travaillent, eux, par contre, 8 heures par semaine, sans samedi, 8 heures par jour, sans samedi ni dimanche. Donc il y a une espèce de différence entre les ouvriers et, on va dire, les postes d'encadrement qui ne les choquent absolument pas. Voilà. Alors qu'en France, c'est vrai que moi, quand j'ai été en France, il y a un peu ce phénomène assez surprenant. On aurait pu penser que c'est plutôt la société communiste qui aurait plutôt hérité de ce terme, mais en France, on a tendance à penser que voilà, il faudrait que tout soit un peu plus lisse. Voilà, un manager, ça paraît invraisemblable parfois. Alors ça dépend des entreprises, mais si les gens connaissent tous leur salaire entre eux et qu'ils découvrent peut-être que certains personnels encadrants gagnent beaucoup plus qu'eux, ça fait des conflits. Voilà. Et en Chine, ça a l'air d'être moins le problème. Donc, maintenant, on peut relier ça aussi, encore une fois, à la culture chinoise, puisque dans la culture chinoise et surtout dans la philosophie de Confucius, il y a une emphase très forte sur la méritocratie. Voilà. La méritocratie est une part importante dans la philosophie de Confucius, qui considérait que un homme ne pouvait atteindre, entre guillemets, que la noblesse de l'âme et la grandeur de l'âme que si à la fois il était éduqué, à la fois il était noble d'âme, c'est-à-dire moral, et puis surtout qu'il était dévoué à sa communauté. Tout ça se recoupe.
Et tout ça se retrouve, voilà, dans toute cette culture, on va dire, racine de la Chine. Voilà. Alors, voilà, une part importante qui définit beaucoup les relations internationales et que beaucoup de pays n'arrivent pas à comprendre avec la Chine, c'est que il y a une part importante de la culture chinoise que, en Chine, on ne fait pas perdre la face à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que même à l'international, ils ont du mal à gommer sur leur géopolitique. En réalité, il y a beaucoup de possibilités de négocier avec les Chinois. Mais si vous le faites un peu... Alors, je ne sais pas si certains ont suivi la petite humiliation que Xi Jinping a faite à Justin Trudeau, où en fait, Justin Trudeau, pour résumer, a parlé avec Xi Jinping lors du G20, voilà, entre deux couloirs. Justin Trudeau s'est empressé de tout publier dans la presse, alors on a dit ça, on a fait comme ça. C'est pas là où il lui a serré la main en mode... Il lui a dit exactement, il lui a serré la main et il lui a dit, écoute, c'est pas comme ça qu'on gère les affaires, si on va continuer à gérer les affaires comme ça, il y aura pas de relation entre nous, parce qu'on ne peut pas gérer les affaires entre nous comme ça. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui anime toute la société chinoise. Quand je travaille, moi, je fais vraiment attention, surtout ceux potentiellement qui vont être considérés au même niveau que moi, c'est-à-dire soit des fournisseurs, soit des patrons d'entreprise, etc., à faire attention à ne pas perdre la face. Si j'ai des choses à dire, c'est en face à face, on discute. Les Chinois sont commerçants, hein, donc il est toujours possible plus ou moins de s'entendre avec eux. Mais par contre, si vous lavez si vous lavez le linge en public, alors là, vous avez blocage total. Voilà. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, les grands axes de la culture chinoise, voilà, qu'on peut relier en fait à leur géopolitique. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du système d'éducation chinois et comment ils s'éduquent en Chine, puisque c'est une part importante aussi de la culture chinoise et de leur expression sur la scène internationale, toujours dans l'idée et appuyé sur la philosophie de Confucius, renforcée par Xi Jinping très récemment en 2021, où il a fait un discours avec un costume Mao, voilà, pour faire référence toujours au communisme des années 50, la Chine place vraiment une priorité à l'enseignement. Et à l'enseignement à la fois de la morale, qui très souvent est en fait lié au patriotisme et à la propagande nationale, et aux sciences dures, voilà, avec beaucoup d'emphase sur les maths, les sciences naturelles, les sciences de la terre, voilà. Et vraiment la Chine a fait une emphase pour à la fois essayer de donner l'éducation la plus large et la plus performante même aux catégories populaires. Et donc là, la vidéo que tu as à l'écran, c'est un cours typique de morale à l'école en Chine, voilà, qui est très courte, hein, on peut la regarder, voilà, et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est les cours de moralité en Chine. Danser immanquablement par une séance de gymnastique. Mens sana in corpore sano, disaient les Romains, un esprit sain dans un corps sain. Pour le corps sain, voilà, c'est fait. Pour l'esprit, ça va être l'objet de ce cours de morale et société. Professeur, bonjour. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité, demande le professeur à ses élèves de 11-12 ans. Les Philippins et les Japonais ont tenté d'arrêter les bateaux de pêche chinois près des îles. Et qu'est-ce qui a causé ce conflit? Au fond, d'après vous, vous savez? C'est le pétrole dans la mer? Le pétrole, voilà où voulait en venir Madame Guo. La suite du cours va être l'occasion pour elle de faire revivre un héros maoïste, Wang Jinxi, un simple ouvrier qui a creusé le premier puits de pétrole chinois en 1959 dans l'extrême nord de la Chine. Le voilà qui patauge dans l'huile. Et pourquoi n'a-t-il pas hésité à se jeter dans le puits pour bloquer une fuite? Parce que c'est un homme qui aime le pays. C'est une belle vertu de notre nation, commente sobrement Madame Guo. Voilà pour l'esprit patriotique. Mais la professeure n'entend pas en rester là et va tenter d'éveiller l'esprit citoyen des élèves. Comment peut-on faire pour limiter les émanations de gaz carbonique? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre les transports en commun. Ne pas prendre les sacs en plastique. Éviter les baguettes jetables. Ainsi va la morale en Chine. Elle est collective, patriotique, politique, rarement individuelle. Un proverbe dit « La famille a ses règles comme le pays a ses lois », autrement dit, ça ne nous regarde pas. Ok. Alors, ce que vous avez vu dans la vidéo, outre
le contenu où je pense qu'il n'y a pas besoin de vraiment détailler sur ce qui a été dit et quel est le contenu de ces cours, on remarque quand même, ce qui est frappant, c'est la discipline. Et pour moi, avoir vécu en Chine 5 ans, ma femme était professeure dans une maternelle, ok, chinoise. Voilà, elle enseignait le chinois. J'ai donc été plusieurs fois dans des écoles, ou des écoles primaires d'ailleurs, où j'ai pu voir un petit peu des cours en direct, et je vous assure que c'est comme cette vidéo. Il y a une discipline, les élèves sont évidemment tous en uniforme, on se lève quand on veut parler, c'est le professeur qui donne la parole, d'accord? On la demande pas, contrairement à la France, on va détailler après pourquoi c'est comme ça, mais c'est vraiment, on va dire, toute l'idéologie de l'enseignement, encore une fois tirée de Confucius, qui est la discipline, l'attachement à développer son savoir, le respect des représentants, le respect des professeurs, le respect des dirigeants, le respect des leaders, et surtout, toujours l'attachement et la piété filiale à sa communauté, sa famille, son pays. D'ailleurs, en chinois, à un moment, elle a parlé de patriotisme. En chinois, le patriotisme, ça se dit Aiguo. Guo, c'est la nation, le pays, et Ai, c'est l'amour. C'est le même caractère que pour l'amour entre deux personnes. Voilà. Donc, le patriotisme en chinois, ça se dit l'amour du pays. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Donc, c'est à noter. Et les cours de moralité sont vraiment avisés à éduquer les enfants, à vivre à la fois dans la société chinoise et à avoir l'aspiration, les racines de la culture chinoise. Maintenant, sur la propagande, ou on pourrait appeler propagande, ou dans notre pays à l'époque on appelait le roman national, sur quoi en fait on insiste à l'école? Qu'est-ce qu'on met dans la tête des enfants? En fait, on met dans la tête des enfants que la Chine, naturellement, c'est un grand pays. D'ailleurs, ce qui était vrai à l'époque, hein, avant que les Occidentaux viennent pour les guerres de l'opium, la Chine était en fait le continent le plus grand, avec le plus de population et le plus riche économiquement. C'est juste que les Européens à l'époque étaient un petit peu autocentrés sur eux, connaissaient pas forcément le continent chinois, ils n'allaient pas mettre le nez, mais la Chine était le pays le plus grand et le plus riche économiquement du monde. Et puis, on va faire un très vite rappel sur les guerres d'opium pour ceux qui ne connaîtraient pas dans le chat. La guerre de l'opium, c'était quoi? La guerre de l'opium, c'était le Royaume-Uni qui était très intéressé par les exportations chinoises, dont une exportation, et tout le monde va comprendre, c'était le thé. D'accord? Le royaume d'Angleterre adorait le thé, ils ne savaient pas en faire chez eux, et à l'époque, la dynastie Qing, qui était l'empereur qui dirigeait la Chine, avait une politique d'isolement total, et voyait d'un très mauvais œil les échanges commerciaux avec les pays étrangers. Et le Royaume-Uni n'arrivait à récupérer le thé de Chine qu'en échange de matières précieuses, c'est-à-dire des lingots d'argent ou de l'or. Et à cette époque, aux alentours, c'était je crois 1835-1836, le Royaume-Uni n'était pas dans sa période de plus grande richesse, et le Royaume-Uni a donc essayé de négocier avec le royaume chinois, avec le royaume de Qing, d'exporter en Chine de l'opium qui est fabriqué en Inde, voilà, pour le vendre en chinois, en échange du thé. Évidemment, suivant leur politique, les Qing ont un peu envoyé balader les Anglais, ce qui n'a pas plu à l'Angleterre, qui en fait a organisé de l'exportation illégale d'opium en Chine. Suite à ça, les Qing, très outrés par, on va dire, l'impudence du Royaume-Uni, a envoyé des missionnaires armés pour à la fois arrêter les contrebandiers et puis surtout détruire toutes les marchandises. Ça a rendu fou de rage le Royaume-Uni et qui, à cause de ça, est rentré en guerre avec le royaume de Qing, de l'empereur Qing, sur lequel les Anglais ont gagné parce qu'ils avaient globalement un avantage technologique sur la marine. C'est surtout ce qui a fait la grande différence. Ils avaient déjà les bateaux à vapeur alors que les Chinois avaient encore des vieilles jonques, voilà, qui faisaient clairement pas le poids face à la technologie maritime. On voit à droite au fond là. Voilà, exactement. Voilà, donc en premier plan sur ton image sont les jonques chinoises et à droite ce sont les bateaux à vapeur anglais, quoi. Hein. Donc les Qing se sont fait complètement ratiboiser, hein, ils se sont fait humilier. Et suite à la défaite de l'empereur Qing, non seulement le Royaume-Uni a imposé l'échange d'opium contre les exportations chinoises, mais a forcé aussi la Chine à prendre une politique de libre-échange qui leur était extrêmement défavorable. Voilà. En plus de céder certains territoires et d'imposer que les ressortissants
alors on n'appelait pas ça des ressortissants à l'époque, mais les expéditionnaires, les ressortissants, peu importe, du Royaume-Uni, soient soumis aux lois du Royaume-Uni quand ils sont sur le territoire chinois et pas aux lois chinoises. Voilà. Suite à cette défaite, on va pas refaire toute l'histoire, mais tous les pays de l'Occident se sont invités et la Chine a été complètement ruinée, humiliée sur une centaine d'années entre tous ces pays occidentaux, incluant les États-Unis, la Russie, le Japon, et que les Chinois qualifient aujourd'hui dans leur livre d'histoire de siècle de la honte. Et la D'ailleurs, Chine... encore plus rigolo, petite parenthèse, mais le Japon à la base c'était un peu un état un peu client de la Chine à l'époque. Oui, tout à fait. On va dire que quand l'empire de Qing a commencé à perdre, bon, quand tu es en état de faiblesse, voilà, dans le concert des nations, même de l'époque, ce qui prime, ce sont les intérêts géopolitiques. Donc, même si le Japon et la Chine étaient potentiellement en bons termes, bon, une fois que la Chine a été en position de faiblesse, tout le monde s'est servi. Et donc, il y a cette image. C'est une grosse humiliation, voilà. Et puis, à la base, tout le monde se sert. Ils sont occidentalisés plus rapidement. Le Japon, du coup, bah, ils ont fait pareil que les Européens, en fait. Ils ont recopié ce qu'ont fait les Européens, et hop, ils sont restés tranquillement. Cette image-là que tu montres, celle que je t'ai envoyée, c'est une image que j'avais vue dans un manuel chinois d'histoire, où ils apprennent aux petits Chinois, vraiment c'est dénommé comme ça, c'est le siècle de la honte, c'est le siècle où la Chine était faible, la Chine n'était pas en puissance, les pays du monde se sont servis, la Chine a été humiliée pendant 100 ans, et de facto, on enseigne aux enfants chinois que aujourd'hui, la nouvelle Chine, parce que vous verrez beaucoup le Parti communiste chinois de parler de nouvelle Chine. Le parti, c'est la nouvelle Chine, voilà, pour, entre guillemets, faire rupture avec cette Chine humiliée, bâtir une nouvelle Chine, cette fois, qui sera non seulement forte, qui va rétablir l'honneur de la Chine, mais qui va aussi la réimposer dans le monde à sa place naturelle, c'est-à-dire celle du leader du monde. Et que, dans cet enseignement, il y a vraiment une emphase sur un certain esprit revanchard, quoi. Hein. Vraiment, on est dans le syndrome de l'empire déchu. Un petit peu similaire aux Français avant la Première Guerre mondiale, où dans les écoles, on apprenait que l'Alsace Lorraine nous avait été volée de manière, on va dire, crapuleuse, et qu'un jour, on la reprendrait, quoi. Hein. C'était à nous, et que face à l'ancien royaume de Prusse, on reprendrait nos droits, quoi. Hein. Vraiment, c'est ce qui a animé une partie des cours d'histoire de la Chine. Et tous les Chinois, même l'ouvrier le moins éduqué, il y a un jour ou l'autre, quelqu'un m'a parlé de soit la fois où les Français ont ravagé le palais royal à Tiananmen, ou la fois où les Occidentaux, tous c'est dans l'esprit de tous les Chinois. D'accord. Donc toute la société a été éduquée autour de cette espèce d'aspiration à reprendre notre place, à venir laver l'humiliation du passé et à bâtir la nouvelle Chine. Voilà. Et j'insiste sur le mot nouvelle Chine. Quand Xi Jinping parle de la Chine et du parti, vous verrez souvent qu'on parle de nouvelle Chine, la nouvelle Chine. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, toujours d'un point de vue de développement, parce que les Chinois, ce qui caractérise beaucoup les Chinois, leur politique et leur vie de tous les jours, et c'est un point important de leur culture, c'est que les Chinois sont des gens très pragmatiques. Voilà. Et je pense que tous les gens qui écoutent là maintenant, quand ils regardent la Chine, je pense que pragmatisme, qui veut dire on prend des décisions et on ne s'occupe que de l'efficacité de nos décisions, c'est vraiment ce qui caractérise à la fois les Chinois dans la vie de tous les jours et leur gouvernement. Voilà. Les Chinois ne sont pas, même s'ils ont un enseignement philosophique basé sur Confucius, je qualifierais pas les Chinois de spirituels. Je parle évidemment des Chinois de tous les jours. Les intellectuels chinois, bien sûr que c'est discutable. Mais les Chinois sont plutôt athées. Ils n'ont pas vraiment de religion. Ils n'ont pas vraiment de culte. Voilà, si vous parlez à un Chinois, même un petit peu éduqué de spiritualité, ça va un peu buller. Ils sont plutôt dans le monde réel. C'est minoritaire ou pas là-bas? Pardon? Taoïsme ou bouddhisme, c'est minoritaire? Le taoïsme fait partie de la culture chinoise, mais elle n'est pas pratiquée majoritairement par les Chinois. Ouais. Mais ça après, reste. Je me dis, c'est peut-être un peu comme tu sais, la culture un peu chrétienne, il y a personne. On fait Noël, tu vois, on le fait juste comme ça un peu, tu vois, c'est exactement comme ça. Il y a des gens qui font du taoïsme, mais c'est loin d'être la majeure partie de la population. C'est plus un héritage culturel. Voilà. Mais franchement, des Chinois de tous les jours que j'ai vus, je n'ai jamais eu, et j'ai quand même eu sous ma responsabilité plus de 200 ouvriers chinois. Il n'y en a pas un qui faisait soit qui pratiquait une religion activement, soit
qui faisaient soit du taoïsme ou quelques formes de, je dirais, de religion traditionnelle chinoise. Voilà, donc c'est pas un peuple très spirituel, c'est un peuple plutôt pragmatique. Voilà, et donc le pragmatisme des Chinois s'exprime, je l'ai vu à peu près tous les jours. Quand on travaille avec des Chinois, quand j'ai travaillé avec certains fournisseurs chinois, contrairement à la France, en général, les décisions étaient rapides et étaient très terre à terre. Hein. Voilà, je vais voir un fournisseur, bonjour, ce produit t'es censé me le livrer dans une semaine. Le mec regarde son usine, il fait ah, je vais pas y arriver. Ok, bouge pas, je trouve une solution. Je reviens 2 heures plus tard, le gars, il a trouvé 300 personnes et il a fait passer sa prod de 100 à 300 personnes, quoi. Hein. Ah, là-bas, il n'y a pas une administration soviétique à la française où il y a un échelon à chaque fois, il faut cocher des cases, tout ça, à papier. Ah non, signer, étonnamment, mais c'est la force de leur système, puisque il faut comprendre qu'en Chine, le parti c'est tout. Le parti c'est le gouvernement, le parti c'est l'État, le parti c'est à la fois le régent de la vie chinoise, le précepteur de la vie chinoise, le parti c'est tout. Et toutes les institutions, en fait, chinoises, sont des bras articulés de la Chine et du parti chinois. Donc, comme ils n'ont pas, on va dire, les jeux politiques comme nous on a en France et que leur culture de base s'intéresse beaucoup au pragmatisme et non à la créativité, les décisions en général sont prises et sont très terre à terre. Voilà, il n'y a pas vraiment de réflexion ultra philosophique sur le développement ou même la géopolitique. Voilà, c'est très terre à terre. En parlant de géopolitique, est-ce que tu vas enchaîner là-dessus du coup? Alors, on va enchaîner sur la géopolitique. Alors, je finis juste sur l'éducation. Voilà, bah, c'est quand même important. Voilà, si tu peux mettre le classement PISA. 5 minutes, vite fait alors. Ok. Alors, sur le classement PISA, l'influx et l'appui de tout ce système parle en termes de résultats. La Chine est numéro 1 du classement PISA. Classement PISA sert à venir évaluer les élèves du monde entier, je crois que c'est autour de l'âge de 15 ans, sur 3 critères. La lecture, les mathématiques et, oui c'est ça, les sciences. Alors quand ils appellent les sciences, ce sont les sciences dures, hein, c'est la science du corps, la science, la biologie, etc. C'est pas sociaux quoi. C'est pas sociaux. Ah non, en Chine, on ne fait peu d'études sociales. Hein. On fait beaucoup de sciences et le gouvernement insiste beaucoup sur la science, les sciences dures, mais on fait pas ça, c'est marrant, je vois, il y a plein de pays riches, plus riches que la Chine, qui sont en dessous, là, enfin, selon les habitants, genre au Japon, regarde où est classé le Vietnam. Tu regardes par exemple sur la lecture, le Vietnam est devant la France. Et tu regardes sur les sciences, le Vietnam, il est 4e. 26, 25, 24, c'est en bas, quoi. Voilà. Et certains vont dire, beaucoup en France, peut-être qu'il y a un manque de moyens. Prenons par exemple le Vietnam, la population est plus importante que la France, la population est plus jeune, donc il y a beaucoup plus de jeunes à éduquer au Vietnam qu'en France. Le Vietnam accorde 5% à peu près de son PIB à l'éducation, la France environ 7%, et ils nous battent sur tous les plans, quoi. Hein. Voilà. Donc... Ah oui. Le Vietnam, j'insiste pas sur le Vietnam et la culture du Vietnam parce qu'en fait, ce sont les mêmes racines que les Chinois. C'est Confucius, il y a même un temple de la littérature à Hanoï dédié à la gloire de Confucius. Donc c'est exactement la même racine. Et on voit que, au final, toute cette attention, cette poussée sur l'éducation a ses effets. Maintenant, les étudiants en général asiatiques et particulièrement vietnamiens et chinois font partie des meilleurs étudiants du monde. D'accord.